Bonjour, bienvenue dans la leçon 1 du chapitre sur l'Asie où nous allons voir les enjeux démographiques de l'Asie du Sud et de l'Est. Leçon 1, donc plus de la moitié de l'humanité. L'Asie, c'est tout d'abord un continent inégalement peuplé, mais c'est aussi le continent le plus peuplé du monde. L'Asie du Sud et de l'Est, c'est le principal foyer de peuplement de la planète, avec 4,2 milliards d'habitants, soit à peu près 57% de la population mondiale. Cela occupe un territoire de 23 millions de kilomètres carrés, soit à peu près 17% des terres émergées. La densité moyenne, c'est le triple de la densité mondiale, 178 habitants au kilomètre carré, ce qui est assez considérable. L'Asie du Sud, ou Asie méridionale, est plus peuplée que l'Asie orientale, 1,9 milliard contre 1,6 milliard, et aussi que l'Asie du Sud-Est, qui elle comprend 700 millions d'habitants. Alors les États asiatiques sont très inégalement peuplés. On a bien sûr les deux géants, l'Inde et la Chine, qui sont donc les géants démographiques, mais on a aussi d'autres pays qui dépassent les 100 millions d'habitants, c'est le cas de l'Indonésie ou du Pakistan. Alors si on a d'autres États qui sont encore très peu peuplés, comme par exemple le Bhoutan ou la Mongolie, la plupart ont tous connu une très forte croissance démographique ces dernières décennies. L'Asie, c'est aussi des pleins et des vides. À toutes les échelles, on trouve les plus fortes densités de la planète, à Java, en Indonésie, au Bangladesh, dans des métropoles très peuplées. Les densités peuvent dépasser les 1000 habitants au kilomètre carré. Mais on a d'autres territoires qui sont quasiment vides. C'est le cas des déserts du Thar en Inde, du Baloutchistan aussi au Pakistan, ou des hauts plateaux tibétains. On peut aussi citer encore les îles de l'Est de l'Indonésie. Donc l'Asie des vides contre l'Asie des pleins. Alors en Asie, l'urbanisation a été massive et rapide. L'Asie est effectivement entrée dans ce qu'on appelle la transition urbaine. La transition urbaine, c'est le processus au cours duquel une population qui était initialement rurale devient majoritairement urbaine. Elle a un taux d'urbanisation de plus de 43%, et donc avec ce taux, ce continent est en train de rattraper très très rapidement les autres continents qui sont très urbanisés comme l'Europe ou l'Amérique du Nord. Le Japon urbanisé à 93%, la Corée du Sud urbanisée à 82%, la Chine qui est majoritairement urbaine depuis 2011, donc on a vraiment des pays qui ont une urbanisation très importante. On a encore par contre aussi des pays qui sont toujours ruraux, c'est le cas du Cambodge, c'est le cas du Népal, ce qui montre là un certain retard de développement. Le nombre d'urbains est donc considérable. La population urbaine totale est de 1,8 milliard d'individus, ce qui fait à peu près 46% des urbains dans le monde, donc un petit peu moins de la moitié des urbains. On compte donc à 760 millions d'urbains en Chine, 410 millions d'urbains en Inde, et puis chaque année, le phénomène se renforce puisque ce sont 40 millions d'urbains supplémentaires qui viennent renforcer la croissance des villes asiatiques. C'est donc tout naturel que les plus grandes métropoles mondiales soient asiatiques. Parmi les 533 métropoles de plus d'1 million d'habitants dans le monde en 2015, 222, à savoir 42%, se situent en Asie du Sud et de l'Est, dont 100 en Chine et 54 en Inde. Les aires urbaines les plus peuplées sont respectivement Guangzhou avec 46,5 millions d'habitants, Tokyo avec 39,5 millions d'habitants et Shanghai avec 30,2 millions d'habitants. Impaire urbaine, donc on entend une ville-centre et puis donc ses banlieues et couronnes périphériques. Alors cette forte population entraîne un certain nombre de défis démographiques. On peut en retenir trois. Le premier, c'est le défi du vieillissement. La croissance démographique reste forte mais inégale. Eh bien, en Chine notamment, au Japon, on a un processus de vieillissement qui est déjà bien engagé. En Chine, c'est la conséquence de la politique de l'enfant unique, auquel le gouvernement chinois a mis fin il y a 2 ans. Donc, pour rappel, la politique de l'enfant unique ça a été mis en place dans les années 70 et donc ça a instauré l'obligation de ne pas dépasser un enfant par famille. Donc, cette politique a été abandonnée officiellement depuis 2015. Au Japon, la population diminue aussi. Donc même si on a une croissance démographique qui est forte, elle est donc inégale. L'Asie du Sud et de l'Est, effectivement, devrait donc gagner 600 millions d'individus supplémentaires d'ici à 2040. Et la population indienne est supposée dépasser la population chinoise à partir de 2022 à peu près. Autre grand défi, eh bien, c'est celui de la pauvreté qui reste très forte. L'exode rural va alimenter massivement des bidonvilles dans les grandes métropoles. On a 700 millions d'urbains qui vivent dans ces bidonvilles et qui connaissent donc des problèmes de pauvreté assez importants. C'est le cas notamment en Mongolie où les migrants ruraux viennent organiser des campements sur la périphérie de la capitale Oulan-Bator, comme le montre cette photographie.
Et puis troisième et dernier défi, c'est le déficit de femmes. Il manque plus de 100 millions de femmes sur tout le continent asiatique, principalement en Inde et en Chine. C'est un problème dû notamment aux avortements sélectifs, à la surmortalité féminine due à un certain nombre de mauvais traitements. Et donc, eh bien, ça vient mettre en danger l'avenir du continent, puisque s'il n'y a pas assez de femmes, eh bien, on peut penser qu'il n'y aura pas assez de bébés, et donc que les problèmes de vieillissement que j'évoquais plus tôt continueront. Alors la croissance démographique n'a pas plongé toute la zone dans le chaos, comme ce que certains laissaient présager au début des années 80. Les États asiatiques ont su réagir pour nourrir une population plus nombreuse, notamment grâce à la révolution verte en Inde, mais aussi donc avec des politiques de déforestation en Indonésie pour augmenter les surfaces cultivées. Tout ça a permis l'autosuffisance alimentaire de nombreux pays d'Asie, même si la faim peut rester encore un problème. Au Laos, 22% de la population qui est sous-alimentée. Une population importante, ça peut être un atout, puisque les États peuvent attirer des investissements directs étrangers en ayant une population nombreuse, une main-d'œuvre bon marché, une main-d'œuvre bien formée. L'Inde compte beaucoup là-dessus, notamment pour essayer de stimuler sa croissance économique. En plus de ça, une population nombreuse, c'est aussi un marché intérieur important. En Indonésie, par exemple, la demande intérieure, faite donc par la population qui veut acheter des choses, eh bien, c'est 60% du PIB, donc ce qui est quand même assez important. Le développement aussi, il peut être dû aux diasporas, c'est le cas de la diaspora chinoise ou indienne, qui peuvent contribuer de transferts financiers au développement du pays. Également, les diasporas permettent d'alléger la pression démographique. Alors toutefois, en l'absence de stratégie démographique, eh bien, cette forte natalité peut devenir un problème, peut devenir un vrai handicap pour les États. Au Pakistan, par exemple, on a des forts taux de natalité, 3,2 enfants par femme en moyenne, alors que la croissance crée peu d'emplois. La hausse de la population est un défi en matière éducative, mais aussi en matière sanitaire. Elle peut aussi entraîner une hausse des pressions sur les ressources. Et quand on est un PMA comme le Cambodge, eh bien, on a du mal à gérer ces différents défis.